Bonjour à tous. Merci d'être aussi matinaux. Je voudrais, en commençant, remercier tout d'abord M. le maire d'Hossegor, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là aujourd'hui pour ouvrir ce colloque. Et je vais tout de suite passer la parole à monsieur le maire. Merci. La réflexion que m'a amené le thème du colloque, elle est plus sur les réalités multiples de l'Hossegor d'aujourd'hui, telles que je les vis plus intensément, je dirais, depuis que nous sommes à la mairie. Ce n'est pas un nous de majesté, c'est un nous collectif des élus. On a ressenti ça parce qu'avant, on a une vision plus parcellaire de la cité, puis brusquement, on est amené à avoir cette vision générale et à mettre le doigt sur quelque chose qui... Je pense que c'est vrai dans toutes les villes, mais c'est particulièrement étonnant dans une ville que dans une commune comme Hossegor, qui est une petite commune et qui a des réalités de vécu extrêmement différentes. Et ça, on l'a notamment vécu pendant la campagne municipale, quand on allait dans tous les quartiers, au-delà des quartiers dans lesquels on vit, et à la rencontre de gens qui ne sont pas nécessairement les gens que l'on connaît, que l'on rencontre dans son cercle de connaissances ou d'amitié. Dans une sorte de tiraillement, d'opposition sous-jacente entre l'élégance océane dont vous parliez, qui est parfois mythifiée, mais qui a des vrais fondements, et puis une expression de modernité qui tente à oublier ce passé, soit parce qu'il est méconnu, pas nécessairement pour le renier, mais ne serait-ce que parce qu'il n'est pas connu. Et puis on a été aussi, de façon plus triviale, très frappé par la façon dont les gens vivent la ville, selon d'abord que vous êtes un résident permanent ou un résident plus ou moins saisonnier, selon que vous habitez entre lac et mer, à Sorts ou en centre-ville, les vécus de la ville, quand on parle avec les gens, quand on écoute leurs besoins, leurs attentes, etc., sont extrêmement différents pour une commune qui, tout compte fait, on n'est pas en train de parler d'une grande ville comme Paris, Marseille, Bordeaux, etc., qui ont des quartiers très différents, qui devraient ou qui pourraient être beaucoup plus homogènes, et qui, quand on creuse, l'est pas autant que ça. Et alors après, je ne sais pas si ça, parce que quand on a commencé à s'intéresser à tout ça, moi j'ai aussi relu pas mal des livres, les vôtres et d'autres qui avaient été écrits sur la ville, et on retrouve dans les écrits, y compris dans les écrits d'élus d'ailleurs, une opposition un peu stérile à mon avis, entre surf et culture, entre jeunesse et élégance, entre... nous on le vit au quotidien, entre ceux qui adorent l'architecture basque-hollandaise et ceux qui voudraient mettre des toits plats partout. Je juge pas, je veux dire, mais c'est simplement, il y a cette... entre une recherche de tranquillité et une volonté d'animation, d'autant plus qu'étant une cité balnéaire qui vit aussi de l'animation à certaines périodes de l'année, pour peu qu'elle déborde pas trop. Donc il y a sans arrêt ces balancements, et qui sont... à la mairie, on y est confronté tous les jours dans nos décisions d'urbanisme, on y est confronté dans les animations que l'on souhaite monter ou qui nous sont proposées, et qui sont... elles sont soit complémentaires, soit extrêmement divergentes, selon comment on a envie de regarder, selon l'optimisme que l'on a ou pas en les regardant. De même que, d'ailleurs, dans les conflits de voisinage un peu permanents entre ceux qui cherchent la tranquillité et ceux qui veulent de l'animation, etc., ça, de temps en temps, les journaux s'en font l'écho. Et on essaie de trancher au milieu de tout ça. Alors, je sais que dans la salle, parce que je les avais vus une petite réflexion sur la jeunesse, puis rassurez-vous, je ne vais pas être très... J'arrête après. Certains d'entre vous sont allés au Rex à la présentation d'un long métrage tourné par un gamin du coin, parce que je ne sais pas quel âge il a, mais il a moins de 25 ans sûrement, qui s'appelle Quentin Valois, jeune réalisateur. C'est un vrai film, c'est pas un truc caméra au point comme ça, c'est un vrai film réellement monté avec de la musique, avec des acteurs qui sont tous des jeunes de la ville. Et là, on est encore dans une autre réalité. Alors, on avait parlé de superficialité en sortant, je me rappelle tous les deux. Mais c'est leurs loisirs, leurs angoisses, leur qualité aussi. Et moi, j'ai trouvé ce film, très honnêtement, bon, il a des erreurs de montage, mais je l'ai trouvé formidable comme preuve du dynamisme d'une jeunesse. Très franchement, j'aurais aimé, à leur âge, être capable de produire quelque chose de cette qualité.
avec ses qualités et ses défauts. Et après, d'abord, je pense qu'il repassera dans l'été, donc ce qu'il aurait raté, c'est une réalité d'Hossegor. C'est peut-être pas celle que l'on aurait rêvé d'avoir, mais c'est une des réalités d'Hossegor. Et si on veut comprendre nos enfants ou nos petits-enfants, je pense que, et comment ils vivent la vie, etc., c'est pas inintéressant d'aller le voir. Je vous le recommanderais, en tout cas. Et alors, à titre personnel, juste pour conclure, moi je suis peut-être un peu idéaliste, mais profondément convaincu que la richesse de notre communauté, elle réside et résidera dans notre capacité à faire cette synthèse entre les extrêmes, entre des mondes différents, parce que c'est ça qui fait notre richesse et notre attraction, d'abord notre richesse pour les gens qui y vivent, et notre attraction pour ceux qui veulent venir y vivre, investir, faire en sorte que, d'une façon mesurée, Hossegor continue de prospérer et de se développer. Voilà ce que dit Nietzsche. La vie consiste en de rares moments isolés, à la signification intense, et en d'innombrables intervalles, lors desquels, dans le meilleur des cas, les ombres de ces moments continuent à flotter autour de nous. C'est écrit à Sorrente, en Italie, en 1876. Et la deuxième citation est de Federico Fellini, que tout le monde connaît. Il n'y a pas de réalité sans une émotion qui la construit. Notre matinée est placée sous le signe du mythe, mot relativement récent dans notre langue. Il n'y apparaît qu'au début du XIXe siècle. C'est le grand historien Michelet qui, en 1831, le vulgarise et l'emploie dans son sens étymologique. Il vient du grec mythos, qui signifie récit, légende. Au commencement, le mythe, c'est donc ce que le poète raconte, sa parole. On sait que de nombreux écrivains, thérapeutes, je pense à Freud évidemment, philosophes, se sont emparés des mythes pour en faire des usages divers, à l'exemple du grand philosophe actuel Luc Ferry, qui publie en ce moment une passionnante collection intitulée Mythologie et philosophie. Au sujet du mythe, dans sa préface à un remarquable hors-série sur les mythes grecs du magazine Philosophie, son rédacteur en chef, Sven Ortoli, constate, je le cite, « L'incroyable plasticité des mythes, qui se prête à tous les retournements. Avec cette approche de la notion de mythe, de Sven Ortoli, et les deux citations qui la précèdent, celle de Nietzsche et celle de Fellini, nous avons commencé à donner une coloration à notre exposé au titre un peu énigmatique. Énigmatique certes, mais cohérent, car Nietzsche, Fellini et la plasticité du mythe, pour reprendre le mot d'Ortoli, balancent entre l'irrationnel et le rationnel. Pour confirmer notre souci de cohérence, observons que, dans leur dictionnaire étymologique, les linguistes Dauzat, Dubois et Mitterrand, rien à voir avec qui vous savez, rapprochent les termes évaporés. Retenez bien ces termes, parce qu'ils vont revenir tout au long de mon propos. Les termes évaporé, évasé, évasion. Ces trois termes renvoient aux trois noms vapeur, vase, au deux noms vapeur, vase, et au verbe évaporer.
vapeur, vase, évaporé. Tiens donc, il suffit de consulter la communication faite à un congrès de la Société de Borda en 2012 par notre cher président Éric Gildart sur le thème « Naissance de la station touristique d'Hossegor » pour se souvenir de données historiques étrangement accordées à la vapeur, la vase et l'évasion. Par exemple, cette venue de terribles barbares à la recherche de l'embouchure de l'Adour, des Nordiques, évadés et envasés. Ou encore les gigantesques travaux de Louis de Foix au XVIe siècle pour dévier le fleuve que ces barbares, perdus sur nos côtes, cherchaient 10 siècles auparavant. Louis de Foix a provoqué l'évasion de l'Adour. L'évasion de l'Adour, un bel hémistiche involontaire pour constater que les ingénieurs des temps anciens s'étaient dotés de pouvoirs que l'on peut leur envier lorsqu'on voit l'état de notre lac. Ou encore, les tracés du chemin côtier des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle forment eux aussi une espèce d'évasion teintée de vapeur, entre guillemets, mystique. Ou encore, lorsqu'en 1876 fut creusé le canal reliant le lac à l'océan, Éric Gildart précise que ce projet, je cite Éric, projet utopique, était surtout destiné à éviter l'ensablement du port de pêche de Cap-Breton en expédiant le sable vers Hossegor. Là aussi, vase et évasion. Et n'oublions pas les pouvoirs évocateurs de nos, entre guillemets, noms propres. D'abord, celui de l'éminent ingénieur des ponts et chaussées, Nicolas Brémontier, 1738-1809, grand fixateur des dunes de Gascogne, dont Jacques Sargos évoque les travaux dans sa très remarquable et monumentale Histoire de la forêt landaise. Les dunes voulaient donc, elles aussi, s'évader sur toute la côte landaise, et il a su les retenir. Dans ce même ouvrage, Sargos cite, page 75, un très bel ouvrage de Mauriac qui s'appelle « Les nouveaux mémoires intérieurs ». Mauriac, un Aquitain éminent, qui évoque ainsi ces landes, nos landes. Je le cite, « C'était une flaque du passé le plus passé. Cette belle métaphore de la flaque renvoie tout Hossegorien à son lac, mais aussi aux parts de Sorts et aux marécages environnants qu'il fallut, au fil des siècles, assécher. Napoléon III, avec son vaste domaine modèle de Solferino, plus au nord, près de Sabre, qu'il finança sur sa cassette, s'engagea passionnément dans l'aventure. Jacques Sargos, l'historien, dit à ce sujet « La gloire des Landais fut bien d'imposer la vie à la nature la plus rebelle et d'y propager une forêt. Et bien sûr, Hossegor participe de cette gloire. » D'autres noms résonnent dans le paysage landais. Par exemple, celui du polytechnicien Chambrelan,
il veut attirer des capitaux pour financer la transformation du désert aquitain sous le Second Empire. Faut-il rappeler qu'en 1827, on introduisit dans notre désert aquitain des dromadaires d'Égypte. Et oui, on a du mal à l'imaginer. C'était pas un zoo. Il faut donc drainer, canaliser, assécher. Mais Chambrelan, tel que le décrit Sargos, est aussi un arriviste qui opère en réseau autant qu'un visionnaire passionné. Louis de Foix, Prémontier, Chambrelan ont des points communs. Celui d'être contesté, certes, mais aussi celui d'avoir porté des visions, mais pas seulement. Ils ont aussi porté des actions sur le devenir d'un territoire mouvant et souvent hostile.